nous avons la chance de recevoir successivement 3 psychanalystes. Moi, j'accorde beaucoup d'importance à la psychanalyse et je dois vous dire, et je le rappelle en accueillant M. Sibony, que le Sénat a beaucoup contribué à soutenir la psychanalyse, notamment à une période où elle était menacée, car l'amendement Accoyer, dont l'objectif affiché était de définir les conditions d'exercice de la profession de psychothérapeute, avait un objectif affiché qui était clair. Il y a eu par contre, par rapport à cet amendement, un certain nombre de campagnes qui ont été menées qui mettaient en cause la psychanalyse dans son existence même. Je rappelle que d'autres campagnes ont eu lieu récemment par rapport à l'autisme, et je dois dire, et je le dis en préalable à ces 3 auditions, que pour ma part, je n'accepte pas qu'une autorité étatique, quelle qu'elle soit, s'érige en décideur par rapport à des méthodes scientifiques. Les méthodes scientifiques procèdent du travail universitaire, du travail scientifique, du travail académique. Et il ne revient pas à l'État d'intervenir à cet égard. Donc, je voulais vous dire cela, Monsieur Sibony, comme je dirais à vos collègues, pour dire que nous pensons que par rapport à cette question du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, nous avons souhaité bénéficier de l'éclairage des psychanalystes. Donc aujourd'hui, nous recevons 3 psychanalystes, vous-même, puis M. Winter, puis Mme Rodinesco. Nous avons fait appel à des personnes qui connaissent le sujet, qui ont une expérience reconnue, qui ont d'ailleurs des orientations différentes sur certains sujets, mais c'est l'intérêt de la chose. Donc nous allons vous écouter. Je vous propose d'abord que vous puissiez intervenir durant une quinzaine ou une vingtaine de minutes, si cela vous convient. Puis je donnerai la parole à nos 2 rapporteurs, qui sont M. Jean-Pierre Michel et Mme Michèle Meunier. Et ensuite, que nous puissions dialoguer avec nos autres collègues sénateurs ici présents, que je remercie de leur présence. Donc, M. Daniel Sibony, vous avez la parole. Je vous remercie. Et merci aussi de me nommer par mon nom, car je vois que sur cette affiche, je suis Jean-Daniel Sibony. Je suis Daniel Sibony. Daniel. Et on va enlever la pancarte, d'ailleurs, pour ne pas créer. Ah, c'est du bon côté. Il suffit de retourner. Et vous voyez là... Donc du côté de l'autre, j'étais... Un phénomène qui, du point de vue de la psychanalyse, est intéressant. Voilà. C'est-à-dire que chacun voit votre vrai nom, mais vous ne voyez pas votre vrai nom. Et c'est quelque chose qui a été pensé par les autorités du Sénat. D'ailleurs, ça fait partie du subconscient des autorités du Sénat. Vous voyez, Monsieur Sibony. Bon, bravo. Donc, ne vous laissez pas démonter. Absolument pas. Nous sommes en démonte jamais. Nous sommes en plein dans le sujet. C'est la question du nom, de la façon de nommer les choses. Et je vais d'abord vous dire que, avant d'être psychanalyste, j'étais chercheur en mathématiques et en philosophie. Et donc, ce n'est pas uniquement comme psychanalyste que j'interviens. Et j'apprécie, je trouve positif que les psychanalystes soient divisés sur la question, comme d'ailleurs sur beaucoup d'autres, ce qui témoigne du fait que chacun investit différemment ce qu'il entend par symbolique, transmission, même névrose, etc. Je peux comprendre que des psychanalystes aient été affolés de ne pas retrouver dans les familles homoparentales ou
dans le mariage homosexuel des repérages pour eux fondamentaux, comme l'Édipe. Et je peux témoigner, de par mon expérience, qu'on peut faire confiance à des groupes, à des familles humaines de toutes sortes pour exister, vivre, se reproduire, transmettre de la vie, de l'amour et du non-amour, sans se conformer à des schémas préalables, fussent-ils ceux de la psychanalyse. C'est dire que ma position peut vous sembler singulière dans mes recherches récentes, je l'appellerai plutôt singulièrement universelle, et je m'en expliquerai, puisque je n'ai rien contre le fait que un couple d'homosexuels adopte un enfant ou ait un enfant par procréation. Je n'ai rien contre le fait qu'on célèbre l'union d'un couple homosexuel avec toute la solennité voulue. Ce qui me fait problème, c'est de changer le sens de certains mots qui entraînent en cascade des changements tout à fait étonnants. Des changements étonnants qui seront relayés par une réalité, cette fois-ci clinique, que beaucoup de gens ignorent. On dit couple homosexuel, on trouve ça sympathique. Moi, j'ai aidé les homosexuels de toutes sortes à le rester, à cesser de l'être, à assumer plus ou moins, etc. Ce n'est pas du tout ce qui fait problème. Je vais citer 2 ou 3 phrases qui m'ont surpris. Je lis dans l'article du Monde d'une sociologue, Martine Gross, qu'il est bon qu'une femme puisse demander de sperme pour que sa compagne puisse être fécondée. Je trouve que c'est différent. Une femme demande du sperme pour être fécondée, ce qui est le droit et qui existe dans toutes sortes de pays, sauf la France. En Israël, où je vais souvent à Jérusalem, des femmes seules peuvent être fécondées, peuvent adopter, etc. Il n'y a pas certaines limites qu'on a imposées ici, je dirais presque pour le plaisir de les surmonter par le mariage dit pour tous, comme si c'était la seule manière de les surmonter. Et là, il y a une espèce de sophisme. Donc, le mariage, c'est l'union, je dirais, de 2 jouissances radicalement hétérogènes, sous le signe d'une certaine légalité, et cette union, elle unit évidemment les 2 différents, et je dirais qu'elle fait travailler cette différence. Autrement dit, définir le mariage, redéfinir le mariage par l'union du même, on dit que ça n'enlève rien aux autres. C'est assez surprenant, parce que dire que ça enlève, ça voudrait dire que c'est de l'ordre d'un avoir. Ce qu'on enlève, c'est de l'ordre de l'avoir. Or, il s'agit ici d'un mot qui relève de l'être. On ne dit pas « j'ai un mariage », sauf si je dois y aller tout à l'heure. On dit « nous sommes mariés ». On dit « je suis marié ». On utilise le verbe « être ». Autrement dit, et faire passer quelque chose
de l'ordre de l'avoir, de l'ordre de l'être sur le plan de l'avoir, est une méconnaissance d'un certain coup de force qu'on opère. Évidemment, ce coup de force, j'ai lu le texte de la loi et j'ai vu déjà les répercussions sur des nominations, sur des noms qui avaient, je dirais, leur droit d'exister. Je ne dis pas qu'ils avaient leur sacralité. C'est très important de voir que dans cette affaire, on a fait feu de tout bois de part et d'autre dans un certain affolement. On a prétendu qu'on touchait à un lien sacré. Le lien du mariage n'est sacré que chez ceux qui le sacralisent. Et il y a tout un dégradé, toute une gradation de niveau de charge symbolique qu'on peut y mettre jusqu'à la transcendance très haut, alors que Dieu, s'il existe, n'a jamais marié personne. Mais au niveau le plus élémentaire, c'est le sens d'un mot. Ce sens, il est attesté dans les dictionnaires jusqu'à des éditions toutes récentes que, là encore, on fait pour anticiper le changement. Et normalement, dans les éditions, je dirais, honnêtes, depuis des siècles, c'est l'union d'un homme et d'une femme. Pour moi, le fait que l'union d'un homme et d'une femme, la simple union d'un homme et d'une femme sous le signe d'une légalité, le fait que cette union ne trouve plus de mots pour être nommée dans sa spécificité, est un problème. Et le texte de loi en témoigne, puisqu'il n'y figure plus mari et femme, mais époux. Il n'y figure plus père et mère, mais parents. Ça pose problème. Moi, j'ai entendu dans mon cabinet psychanalytique une jeune personne qui venait de se marier, qui était furieuse, qui m'a dit « Mais je veux avoir droit à ma différence, moi aussi. Pourquoi le fait d'honorer la différence chez une minorité impliquerait de la faire perdre à une majorité ?» Et donc, vous allez entendre presque une ritournelle dans les remarques que je vais vous faire, et cette ritournelle, c'est « Fallait-il, pour donner le droit au conjoint d'un couple homosexuel, si le premier décède, pour lui donner des droits et qu'il ne soit plus quelqu'un de rien, fallait-il pour ça introduire ce sens tout autre du mot mariage et faire disparaître des mots aussi essentiels que père et mère du texte de loi. Vous me direz, comme le Conseil constitutionnel, mais on espère bien que ces mots resteront dans les documents de la vie quotidienne, comme ils disent. Mais après tout, le texte de loi, c'est un papier qui appartient à tout le monde. Le fait qu'il soit effacé, ce qui nomme de façon spécifique ces différences, c'est un coup de force linguistique. C'est, je dirais, que celui qui parle et celui qui se passionne légèrement pour cette affaire, c'est, je dirais, plutôt l'écrivain. J'ai écrit 36 livres, c'est mon activité principale à côté de celle de psychanalyste, et dire que certains mots vont être déchargés, vidés, transformés, est quelque chose qui me gêne beaucoup. Vous me direz, ben, vous vous en débrouillerez. Bien sûr, je m'en débrouillerai. Et les enfants qui, dans ce couple de femmes, verront bien que la femme qui a demandé un don de sperme pour féconder sa compagne
se posera comme père et qu'ils auront donc pour père effectif une femme et d'autres pour mère un homme, ce qui correspond à l'observation clinique. Et je dis tout à l'heure, mais je n'avais pas fermé ma parenthèse, c'est que l'observation clinique et quotidienne vous montrera que dans un couple homosexuel, homme ou femme, il y en a toujours un qui est plus femme que l'autre, plus féminin que l'homme, ou bien plus masculin que sa compagne féminine. Autrement dit, et lorsqu'on voit à la télé des lieux où ce mariage homo a été inscrit et que l'un des deux hommes dit « Eh bien, vous voyez, lui, ce n'est pas mon ami, ce n'est pas mon copain, c'est mon mari. » Et j'attendais que la caméra se tourne vers l'autre et qu'il dise « Quoi ?» Ou bien il dit « Eh bien, moi, je suis sa femme », et on aura un homme qui dit « je suis une femme » sans être un transsexuel, qui sont des personnes tout à fait honorables et qui d'ailleurs tiennent beaucoup à la différence sexuelle, ou bien on aura deux maris, puisqu'il n'y a pas d'autre alternative. Ça, c'est au niveau du vécu, au niveau de la réalité. Alors si on veut entrer dans les détails, il est clair dès le début que cette loi sur le mariage pour tous, ce tous qui est mis à la place de homosexuels, comme si tous étaient marqués de cette homosexualité, ou comme si les homosexuels répondaient pour tous, ou comme s'il était essentiellement excluant jusque-là le mariage, alors qu'il n'était pas excluant. Ce sont les familles qui étaient excluantes, souvent pour un certain temps, le temps de digérer la chose et de se réjouir ensuite de ce que finalement la vie reprenne ses droits. Donc, ce mariage pour tous, cette loi du mariage dit pour tous, c'était clairement et c'est évidemment la première étape d'une loi sur la filiation, puisque le mot mariage comporte, c'est sa valeur même, une présomption, autrefois on disait de paternité, on peut dire de parentalité, de filiation. Donc, et d'ailleurs, la loi mentionne déjà l'adoption, comme si elle traitait le cas le plus simple, qui n'est pas le plus simple. Et sachant que dans la réalité concrète, là aussi, et j'aimerais être présent lorsqu'on décidera dans une commission d'attribuer un enfant plutôt à un couple homosexuel qu'à un couple hétérosexuel, mais ça c'est une autre affaire. J'ajoute quand même, d'une façon tout à fait incidente, que si on veut approfondir cette question de la famille, des nouvelles familles, de la filiation, il est clair, j'y insiste, qu'on peut donner tous les droits nécessaires aux enfants, au père et à son ami ou à son compagnon, à la mère et à sa compagne, sans bouleverser ce sens et sans expulser le sens normal, ordinaire, banal de certains mots, mais qui gardent au fil des temps leur vibration étonnante. Alors, au fond, je dirais qu'il s'agit de permettre à des personnes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas recourir à l'autre sexe, ne serait-ce qu'une fois pour avoir des enfants, il s'agit de leur permettre d'en avoir quand même. Fallait-il pour cela faire ce chamboulement? Ce n'est pas sûr. Il se peut, et là c'est plutôt je dirais le philosophe qui vous parle, il se peut que
toucher à l'autre sexe, ne serait-ce qu'une fois, ce soit comme la dette, le prix à payer depuis la nuit des temps pour avoir un enfant, et qu'en un sens, ce pourrait être une preuve d'amour ou une épreuve en vue d'obtenir cet enfant. Les couples hommes-femmes qui recourent à l'assistance ont des rapports sexuels. L'assistance n'est pas faite pour en tenir lieu. Il arrive très rarement qu'un couple homme-femme se présente, déclare qu'ils ont de très bonnes relations, mais pas sexuelles, et demande un don. Et le cas se résout selon l'humeur du chef de service. S'il est bof, il laisse passer. Sinon, il pose le problème et l'issue peut être différente. Il faut comprendre que le recours à la technique peut permettre d'éviter d'affronter certains problèmes, mais ceux-ci restent intacts et se déplacent ailleurs. Est-ce que le but de la technique est d'éluder les problèmes ou de mieux les affronter? Dans le cas des homosexuels, le rejet de l'autre sexe, passé sous silence dans le recours à la technique, s'exprimera évidemment par la suite. Lorsque j'entends une femme dire « je ne veux pas me coltiner un père pour élever mon enfant », je me pose des questions sur la transmission normale dans un couple homosexuel du rejet de l'autre sexe qui a structuré ce couple comme homosexuel. Il n'est pas sûr que dans les couples ordinaires, le refus de l'homosexualité soit ce qui a structuré ce couple. On ne se présente pas quand on est un homme et une femme en disant voilà, Francine et moi, couple hétérosexuel. On ne définit pas les gens par leur sexualité. Et donc là, du fait qu'on entre, je vais vous montrer comment la loi entre dans cette intimité sexuelle, mais une fois qu'on y entre, et pour en sortir, c'est assez délicat, et on a tiré un voile pudique sur le fait, on a été tellement obsédé par l'homophobie, l'accusation d'homophobie, qu'on a oublié que dans ces couples et ces familles, le rejet de l'autre sexe fait partie des données. Et pourquoi pas? Mais ça peut permettre de ne pas idéaliser à l'excès ces familles qui existent, qui sont réelles, pour lesquelles les études qu'on a faites qui montrent qu'elles sont superbes sont des études évidemment partielles, mais peu importe. La réalité, c'est qu'elles existent, mais ce qui est très surprenant, c'est qu'au nom de cette réalité, on a procédé à un autre déni de réalité, qui est dénier la réalité de relations comme mariage, père, mère, etc. Alors, en répondant à vos questions, j'entrerai plus dans le détail, notamment dans le fait qu'on a mis en valeur qu'un couple hétérosexuel qui recourt à la procréation assistée, eh bien, il réduit le donneur à une cellule, à du sperme qu'il a donné, et qu'au contraire, les nouveaux couples vont réhabiliter cette personne. Cet argument que j'ai souvent entendu est particulièrement malhonnête, parce qu'un couple de femmes qui recourt à un don de sperme n'invoquera cet homme, lorsque l'enfant grandit et questionnera, n'invoquera cet homme que comme
donneur de sperme, mais sûrement pas comme père, puisque justement, il n'est pas question de l'introduire comme père dans cet univers-là. Et d'autres, c'est intéressant tout de même, ce petit aspect qui n'a l'air de rien, mais il vous illustre aussi comment d'avoir changé le sens d'un mot va entraîner des choses comme celle-ci. La levée de l'anonymat lors du don pour des couples homosexuels féminins, elle est évidente, elle s'impose d'elle-même. Mais cette même levée de l'anonymat pour des couples hétérosexuels qui recourent au don pose un problème énorme. Ils ne veulent pas, mais pour de toute autre raison, de ce personnage. Ils ne peuvent pas l'intégrer. Et donc, curieusement, la levée de l'anonymat d'un côté entraînera le secret de l'autre, car ils ne diront rien. J'alignerai d'autres phénomènes intéressants au fur et à mesure de vos questions. Merci. Bien. Merci, Monsieur Daniel Sibony. Je voulais vous dire que nous n'avons sans doute pas tous lu vos 26 ouvrages. 26. 36. 36, excusez-moi. 36, mais que... Vous avez tout le temps. J'ai le temps, mais je n'ignore ni d'entre deux points l'origine en partage, ni don de soi ou partage de soi, ce qui est déjà quelque chose. Bien, alors maintenant, nous donnons la parole à Jean-Pierre Michel, rapporteur. Ma question sera assez simple, peut-être trop simple. Entre votre introduction et vos développements, il y a quand même un fossé. Vous l'avez dit au début, ça ne pose aucun problème. Bon. Et ensuite, vous êtes heurté par les mots qui sont employés dans la loi. Mais la loi, ce n'est pas de la psychanalyse, c'est des mots. Des mots qui ont d'ailleurs des antécédents. Il y a une jurisprudence de ces mots. Et lorsque ces mots sont employés, c'est qu'ils veulent dire quelque chose au regard de la loi. Donc le mot mariage veut dire quelque chose au regard de la loi, peut-être pas au regard, à votre regard à vous. Pourquoi ? Mais je n'en sais rien. Mais au regard de la loi, le mot mariage veut dire quelque chose. Et donc, moi, je prétends que ce mot mariage s'applique très bien à deux personnes de même sexe, comme il s'applique à des personnes de sexe différents. Alors, si ça ne vous pose aucun problème, quelle solution préconisez-vous en termes de mots, en termes d'appellation ? Comment va-t-on nommer ce couple ? Comment va-t-on nommer ses parents ? Comment va-t-on nommer leur rapport ? Bien, merci. Je vais donner la parole à Madame Michèle Meunier, qui est rapporteure au titre de la Commission des affaires sociales. Michèle. Merci. Oui, Monsieur Sibony, donc je vous ai écouté avec attention et ça a commencé d'ailleurs par un lapsus révélateur, puisque votre nom et votre prénom plutôt étaient dichotomisés un peu. Donc l'importance du nom et de nommer. Moi, je voulais vous demander, en tant que psychanalyste, comment vous pouvez participer, contribuer avec le législateur à faire évoluer justement ces symboles, surtout quand ils représentent une part d'injustice et d'exclusion, si l'on reste sur la question du mariage de couple de même personne. Est-ce que les psychanalystes peuvent aider, oui, le législateur à cette évolution, de part et en passant sur la question du mot? Mais si je pense que la référence que vous nous avez aussi au travers des mots que vous avez donnés, est quand même très biologique, est-ce que vous ne pensez pas que c'est peut-être là aussi une difficulté à penser un modèle différent que ce sens normal ou ce sens banal dont vous avez parlé pour désigner le mariage?
Ensuite, peut-être une dernière question sur la dernière partie, quand vous avez abordé la question du don de sperme et l'anonymat. Moi, je veux vous dire que tous les couples infertiles qui ont aujourd'hui recours à la PMA sont après des couples de parents dont l'enfant ignore totalement son géniteur, mais sait qui est son père et qui est sa mère. Et ce sont des enfants qui vivent très bien dans leur famille. Donc je voulais aussi vous dire cela. Magnifique, parce que je crois que le malentendu existe, mais il ne faut pas non plus qu'on le pousse à certaines limites, car bien sûr, et je suis au courant, que dans ces couples infertiles qui recourent aux dons, c'est évident que les enfants savent qui est leur père et leur mère. Et c'est essentiel, puisque la filiation, pour moi, elle tient justement au mot, à l'engagement symbolique, et non pas au fait qu'il y a eu un donneur. J'ai cité cet exemple juste comme cas particulier des effets qu'il y aura sur des couples hétérosexuels qui recourent aux dons si on lève l'anonymat, comme c'est presque normal, l'anonymat du don, pour des couples homosexuels féminins. Voyez-vous ? Donc, ne me dites pas que dans ces couples qui recourent aux dons, le père est d'abord un père symbolique, disons, car c'est justement non seulement la réalité, mais c'est ce que je souhaite. C'est un effet de parole. Rien dans ma contestation de la pertinence du changement du mot mariage n'en appelle à la biologie. Je ne dis pas que le mot mariage ne convient pas à un couple homosexuel parce qu'il n'y a pas de biologie. D'abord, c'est faux puisque dans les deux cas, il y aura biologie. Même dans le cas d'une mère porteuse pour un couple de deux hommes, il y aura du biologique, mais ce n'est pas ce qui compte. La filiation humaine est avant tout symbolique. Et donc, je reviens à la question de départ. Et comment va-t-on nommer ces couples ? Mais je ne vois pas d'objection à ce qu'un couple c'est le cas d'ailleurs aujourd'hui, je connais je connais quelques couples homosexuels hommes qui élèvent des enfants que l'un d'eux a conçus avant de se séparer de sa femme et de se découvrir homosexuel. Eh bien, cet enfant, il a un père et il a un ami du père. Et il a une mère. Et c'est très bien. Si les choses partent, je dirais, dès le départ, dès l'origine, c'est-à-dire si cet enfant, non pas comme c'est le cas aujourd'hui, mais si on le prend à 6 mois ou à 1 mois, ou à sa naissance, quand il vient de naître de l'une des deux femmes ou de la mère porteuse, car il n'y en aura pas d'autres, eh bien, très bien, il aura cet homme comme père, puisqu'il le reconnaît, et le compagnon de l'homme aura des droits importants qui feront que si le père de cet enfant meurt, les liens avec le compagnon peuvent demeurer, le compagnon est protégé, etc. Il faut quand même bien voir que si on a créé beaucoup de problèmes, c'est parce qu'il me semble qu'on a pris la chose à l'envers, c'est-à-dire on a dit, mais voyons, et si les autres ne peuvent pas se marier, c'est qu'ils sont exclus. Non,
un tabouret n'est pas exclu du statut de chaise. Un tabouret, c'est pas une chaise, c'est pas égal, il n'y a pas d'exclusion. Chaque objet, chaque être a son essence. Mais là, c'est une relation, c'est pas un territoire, c'est pas une propriété. Donc, on a pensé, il faut d'abord réparer cette exclusion. Et en fait, c'est pas tout à fait ce qu'on a fait. On a doublé la chose. On a dit, et vous savez, toutes les fois que j'ai questionné des personnes, car j'en ai questionné beaucoup, sur ce mariage homo, toutes me disaient, mais oui, pourquoi pas un mariage homosexuel? Qu'est-ce que ça enlève aux autres? Alors je dis, ça change le sens des mots, c'est très important. Puis ils me disent, mais il serait temps que certaines aberrations cessent. Comme quoi? Un psychanalyste me dit, eh bien, par exemple, je connais une famille où le père a eu recours à un don de sperme, où l'homme a eu recours à un don de sperme avec sa femme pour avoir un fils, mais la mère n'a pas voulu, la mère de l'homme n'a pas voulu, la belle-mère, parce qu'elle a dit, il faut que ce soit vraiment ton fils, sinon je ne le reconnais pas. Je dis, mais quel rapport avec mariage? Tous ces problèmes, je les rencontre avec des couples ordinaires. Hein. Autrement dit, chaque fois qu'on a voulu justifier cette loi, on a apporté des choses, des questions qui peuvent se résoudre sans elles. Autrement dit, il n'est resté comme argument qu'un seul, qui est l'égalité. Or, l'égalité, encore une fois, l'égalité, c'est l'égalité de la quantité des droits. Vous et moi, nous ne serons jamais égaux, mais nous pouvons nous battre pour avoir les mêmes droits. C'est ça l'égalité. Aujourd'hui, on abuse du mot égalité en la confondant presque avec identité. On s'identifie à l'autre et cette identification devrait tenir lieu d'égalité. Or, l'identification, c'est le vertige. L'égalité, c'est chacun sort ses cartes de jeu pour un certain jeu social, pas pour tout jeu d'ailleurs, parce qu'il n'aura jamais, deux personnes n'auront jamais les mêmes cartes, mais au regard de la loi, il faut qu'elles aient les mêmes droits. C'est ça, pour moi, l'égalité. Donc, cette histoire de comment les nommer, pour moi, ne pose pas de problème. Ils portent les noms de... ils ont la mère qu'ils ont, et l'autre, la compagne de la mère, ne peut pas s'appeler seconde mère et ne peut pas avoir un statut qui ferait de la première le père. Je dirais que la loi ne sait pas qu'elle cautionne une mascarade, mais une mascarade qui a lieu dans l'intimité. Et on ne va pas aller surveiller ce que les gens transmettent et ce qu'ils disent dans l'intimité. On se mêle déjà bien trop en définissant des gens par leur sexualité. Donc, la question de... Moi, je peux vous aider à nommer, à étudier les effets sur la nomination, mais je n'ai pas vu d'exclusion, si ce n'est au niveau de l'injustice flagrante qui a toujours existé dans ce pays envers les homosexuels. Et là, je comble ce fossé que, monsieur le sénateur, vous avez perçu tout à l'heure, mais qui pour moi n'en est pas un. J'ai dit que par mon propre caractère, par mon expérience, par ma fréquentation, en tant que psychothérapeute et en tant que citoyen, je n'ai pas d'objection, je n'ai pas dit que ça ne pose pas de problème. J'ai dit, je n'ai pas d'objection à ce qu'on donne tous les droits nécessaires à ces homofamilles, mais pas qu'on les prenne comme repère pour redéfinir quelque chose qui concerne l'immense majorité des autres. C'est cet effet de retour qui est stupéfiant et qui ferait penser à
presque une manœuvre un peu machiavélique, c'est que des gens voudraient promouvoir un nouveau type de famille, considèrent que l'ancien type de famille est caduque, alors que, avec sa caducité et ses problèmes, il voyage pas mal, puisque c'est rien de moins que les couples qui ont reproduit l'humanité. Et heureusement qu'un père n'est jamais le père qu'on aurait voulu et qu'une mère n'est jamais celle qu'on aurait rêvé, mais c'est très bien. Et ça continue, qu'il y ait des homofamilles, qu'on les laisse se développer, qu'on leur donne leurs droits, etc. Mais pas qu'on redéfinisse à partir d'elles et à partir d'une trouvaille technique qui est tout de même assez limitée, qu'on redéfinisse à partir de là ce que doit être la vraie pensée de la famille et de la filiation. Bien. Merci beaucoup, Monsieur Daniel Sibony. Je vais maintenant donner la parole à nos collègues. J'ai déjà une inscrite qui est Madame Claes. Est-ce qu'il y a d'autres inscrits, Monsieur Le Serre? Donc, Madame Claes. Merci, Monsieur le Président. Face à tant de patients, ma question va être vraiment sans doute basique et concrète. J'entends bien notamment tous les problèmes de nomination en matière de filiation. Où effectivement, on peut concevoir deux mères, deux pères, peut-être un peu difficilement. En ce qui concerne le statut des personnes homosexuelles qui se marieraient, donc dans le cadre de ce texte de loi, moi je connais des couples homosexuels autour de moi qui ne sont pas mariés mais pacsés et qui s'appellent mutuellement, parce qu'en l'occurrence il s'agit d'hommes, mon conjoint. Ou est-ce qu'on ne peut pas imaginer, au moins déjà pour résoudre ce problème de nomination, au lieu d'avoir un mari et une femme qui n'est pas une femme, etc., imaginer de redéfinir des mots, y compris dans le dictionnaire, qui seraient l'épousé ou le conjoint, l'épousé s'écrivant avec un E ou sans E, selon qu'il s'agit de couple d'hommes ou de femmes. Est-ce que vous pensez que ce genre de choses qui viendraient sans doute petit à petit, avec le temps et avec l'habitude, pourrait résoudre au moins une partie des questions que vous soulevez? Bien, attendez. Je vais donner aussi la parole à Monsieur Jean-René Le Serre. Merci, Monsieur le Président. Moi, je vais prendre des précautions oratoires comme Virginie Claes parce que mes compétences en psychanalyse sont extrêmement limitées et je souhaiterais effectivement être sûr d'avoir bien compris un certain nombre de choses. Donc, il me semble avoir compris, par exemple, deux choses. Que ce mariage homosexuel que la loi se propose de mettre en œuvre risquait d'avoir des conséquences dommageables sur le mariage traditionnel, une sorte d'effet de pollution. Ce qui est quand même important, parce que très souvent, l'argument qui est donné, c'est l'argument consistant à dire on crée une liberté supplémentaire, mais on ne retire rien, effectivement, à la liberté telle qu'elle existe. Donc, c'est un premier point qui moi, m'interpelle. Le second point, là aussi, si j'ai bien compris, vous estimez donc, dans les compétences qui sont les vôtres, que dans l'intérêt d'un certain nombre de couples homosexuels et dans l'intérêt de l'enfant qu'ils souhaitent avoir, il pourrait être parfois plus opportun qu'il fasse, si je peux m'exprimer ainsi, la concession de l'altérité, c'est-à-dire pour que l'enfant puisse venir sans intervention de PMA ou de GPA. Et que la mise en place du couple du mariage homosexuel risque au contraire de les enfermer davantage dans ce que j'appellerais peut-être une espèce d'hétérophobie qui finalement pourrait pour certains d'entre eux avoir des conséquences malsaines. Je voulais simplement être sûr d'avoir bien compris ce que vous me disiez. D'accord. Si vous voulez bien répondre, Monsieur Sibony, oui, aux deux orateurs, et d'abord à Madame l'oratrice. Vous voulez dire, vous avez fini la question? Ah bon, d'accord. Je pensais que vous vouliez ma réponse avant de poser votre question. Donc. Ah bon, d'accord. Bien. Alors, il y a Madame Claes et Monsieur Le Serre. Bon. Et vous savez, le problème de l'appellation, du nom, est un problème très vaste. Et je veux dire... Très bien, un couple de deux hommes, un couple homosexuel, s'appelle conjoint. Imaginons la loi, très bien, les note comme conjoint. Le sens de mon intervention, c'était qu'il faut quand même, sur le plan de la filiation, veiller à ce que l'enfant ne va pas appeler ces deux chers conjoints.
Il va appeler, mais c'est très important, imaginez un enfant qui court vers ces deux hommes ou vers l'un de ces deux hommes. Il va dire « papa ». Et il va dire, alors il appellera l'autre par son prénom. Voilà, il ne va pas dire conjoint. Voilà, et entre eux, très bien, ils s'appellent conjoint, mais ce que je mettais en avant comme danger majeur, essentiel, c'est justement cette disparition de noms, de mots essentiels, importants, spécifiques, même si je m'abstiens de les charger symboliquement, religieusement, métaphysiquement, etc. Au sens le plus basique du terme. Voilà. Alors, je serais d'accord que vous ayez compris ça, mais je ne parlerai pas de pollution. Je dirais qu'il y a la langue, vous savez, la langue, les mots de la langue, ce n'est pas une espèce de pelouse sur laquelle on se promène, puis on cueille des fleurs, on cueille un mot, puis un autre. La langue nous traverse. Nous faisons partie de la langue en même temps que nous la parlons. Autrement dit, et je faisais allusion à cette globalité qui fait que vous bouleversez, vous cassez le sens d'un mot, ça rejaillit sur d'autres mots et ça les déforme, ça les casse, ça les transforme. Pas forcément, on pourrait dire, et après tout, pourquoi pas? Eh bien, ça les transforme. Mais là se pose une question, est-ce que ce n'est pas trop cher payé que de réparer les injustices qu'a commises la société envers les homos ou envers ces familles homoparentales en ne leur reconnaissant pas des droits? Est-ce que ce n'est pas une espèce de paiement par surenchère que de payer par la disparition de certains mots essentiels ou par l'effacement ou la distorsion de quelques autres? Voilà. Et si vous voulez, d'une façon, je dirais, peut-être plus philosophique, je dirais que cette loi, le législateur a très bien compris, il est très clairvoyant aussi, il a très bien compris que les gens qui se marient, s'ils invoquent Dieu, une transcendance, du symbolique, etc., ils le font en général avec leurs coutumes, le mariage religieux, etc. Quand ils se marient, ils viennent s'affilier, ils viennent adhérer à un mot qui a une longue histoire de transmission. Ils se marient comme le père s'est marié, comme les parents se sont mariés, les grands-parents, les aïeuls, etc. Donc ils viennent prendre la suite d'une transmission. Et le législateur dit, mais qu'à cela ne tienne, les couples homo se marieront, pas besoin d'une transmission, au nom de la loi qu'on crée pour ça. Eh oui, mais là, il y a un côté coup de force, origine, qui fait un peu trembler. Est-ce que ce coup de force-là, on a tous les éléments pour le poser? C'est quelque chose, le Conseil constitutionnel a dit, je crois, réforme majeure ou quelque chose d'énorme, important, enfin, mais très... Il n'a rien dit. Non, mais j'ai vu le Conseil d'État, pardon, excusez-moi, lapsus. Le constitutionnel n'a rien dit. Voilà, Conseil d'État, il a dit quelques mots de mise en garde, etc., mais qui disent surtout, mais c'est énorme cette chose-là. Et peut-être que c'est sa façon d'alerter sur le prix payé pour toute autre chose que l'égalité. Madame Claes. Oui, j'entends bien ce que vous dites, mais dans la société française en tout cas, quand on est passé du mariage religieux comme seul mariage reconnu au mariage civil, on a aussi, quelque part, la loi aussi, créé un peu ce coup de force dont vous parlez, non? Ou ça n'avait pas grand-chose à voir? Non pas, elle n'a pas changé le sens. Elle a dit, il suffit de deux citoyens de sexe différents qui viennent tamponner leur lien devant l'autorité civile pour que ça fasse mariage. Ils n'ont pas besoin de la bénédiction divine. Et ils n'ont pas besoin de se référer à cette tradition. Donc, elle a allégé.
et les conditions d'exercice, elle n'a pas changé le sens du mot. Oui, monsieur Sibony, moi je suis très intéressé par vos propos. Je les trouve finalement à l'antipode de ce que nous disait Madame Françoise Héritier. Tout à fait. Qui nous disait nous sommes dans des combinatoires. Il y aura beaucoup de combinatoires. Il y en a eu énormément depuis le début de l'histoire de l'humanité. Il y en aura encore. Et ce que vous faites là doit être mis à sa juste place. Vous avez parlé du langage. Et on peut parler aussi des lois. Vous savez que nous vivons dans des structures. Le grand linguiste Hjelmslev a dit qu'une structure, c'était une entité autonome de dépendances internes. C'est-à-dire que la structure est une entité autonome, mais à l'intérieur d'elle-même, chaque élément ne se définit que par rapport aux autres. Une loi fait changer l'édifice des lois, la constellation, la galaxie. Un mot qui change de sens, ce qui est le cas. Ce n'est pas la première fois qu'une loi changerait le sens d'un mot. Et attendez, un mot qui change de sens fait que d'autres mots changent de sens et que le système se redistribue. Mais c'est une loi générale, voyez-vous ce que je veux dire? Autrement dit, si on veut éviter les effets qui seraient funestes de cela, il faudrait s'arrêter de légiférer ou de parler, car souvent, en parlant, nous donnons un autre nom, un autre sens au mot. Et Mallarmé parlait de donner un sens plus pur au mot de la cité. Donc, à la fois, je comprends ce que vous dites, mais je ne comprends pas cette sorte de terreur que vous manifestez à l'idée qu'il y ait des changements dans la structure. Il y a toujours des changements dans la structure. Alors, je citerai un sculpteur, Chillida, qui a renouvelé énormément la perception de l'espace à partir de cette idée. Il a dit l'architecture ambiante le dégoûtait un peu et il s'est tourné vers la sculpture et il a dit pour être vraiment libre, il faut avoir un point fixe. Si dans notre conversation, on peut se permettre des malentendus, des équivoques, des changements de sens, c'est parce qu'il y a certains points fixes relatifs aux mots. De même, la structure, je serais bien ennuyé pour vous dire dans quelle structure nous sommes. Ce que je peux dire, c'est que certains liens, certaines transmissions ont été assez structurantes pour que, quand elles dysfonctionnent, on puisse ressaisir, rétablir, etc. Autrement dit, je ne pense pas que l'idée de dire que une loi change le sens d'un mot, mais ça va réagir sur le reste et finalement, ça pourrait s'équilibrer. Je vous demande de me donner un seul exemple où un mot identifiant a changé de sens. Je prends le mot « ennui ». Au XVIe siècle, il avait un sens terrible. Aujourd'hui, c'est rien du tout, c'est l'ennui. Est-ce qu'il y a un mot, est-ce que j'en ai cherché en vain, un mot identifiant, comme « je suis marié », c'est mon père, c'est sa femme, etc. Est-ce que vous connaissez un mot identifiant qui a changé de sens? Ça ne peut se faire que par un coup de force d'une identité qui se réunirait, et c'est pourquoi d'ailleurs l'idée de référendum pour cette loi, ce n'est pas seulement pour contester l'argument politique assez
assez discutable qui dirait que la majorité des Français a voté pour ce point, alors qu'il est évident qu'on peut calculer la probabilité pour que la majorité qui a élu M. Hollande ait choisi unanimement ce point, on trouverait une probabilité très faible. Donc ce n'est pas l'argument du référendum, ce n'est pas pour contrer cet argument politique fallacieux. Je dirais que dans la bouche de certains, c'est presque un recours à une souveraineté publique présente, une façon de dire non, c'est trop énorme, il faut que tous se prononcent et disent voilà, on veut ce changement énorme. Écoutez, oui, d'accord. Bon. Moi, je pourrais parler longuement. Je ne le ferai pas, parce qu'il y a l'horaire. Mais enfin, franchement, Monsieur Daniel Sibony, je ne comprends rien à la différence qu'il y aurait entre un mot identifiant et un mot qui ne serait pas identifiant. Je ne comprends rien à l'idée qu'il y aurait des mots qui seraient identifiants et qui donc ne changeraient pas de sens, et d'autres mots qui changeraient de sens. Je ne sais pas. Il y a des milliers de contre-exemples. Allez-y. Prenez le mot rien. Rire? Non, rien. 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 Et oui, le mot rien. Il vient du latin res, rem, et qui signifie quelque chose. Il est devenu le contraire. Quand on dit rien, et on dit, mais il y a des restes de l'ancien sens, comme quand on dit un rien. Vous comprenez, un rien, ce n'est pas tout à fait rien. Quand vous dites c'est marrant, ça vient d'une racine, marre, qui a donné j'en ai marre, qui renvoie au côté sinistre des choses. Quand vous dites certainement, c'est que ce n'est pas certain. Sans doute, c'est qu'il y a un doute. Mais je ne vais pas vous faire un développement sur le sujet, mais je dis, Monsieur Sibony, parce qu'il faut quand même qu'on soit clair entre nous, que la considération dogmatique que vous venez de faire, selon laquelle il y aurait des mots identifiants et des mots non identifiants, ne signifie rien. Et que le fait qu'il y aurait des mots qui changeraient de sens et d'autres qui ne changeraient pas de sens est aussi une déclaration qui ne repose sur rien. Donc je me permets de le dire, car la parole est libre. Voilà. Comment ? Mais absolument. Mon cher collègue, d'ailleurs, je vous donne immédiatement la parole. Vous permettez, non, vous permettez que je réponde à l'exemple que vous avez donné. L'exemple que vous avez donné, c'est comme celui que j'ai donné, le mot ennui. On ne dit pas « je suis ennuyé ». On dit « je suis ennuyé », c'est parmi les états d'âme qui peuvent m'arriver. Tandis que « je suis marié » ou « je suis français », tiens, c'est identifiant, ça fait partie du fond identificatoire. Et si vous dites « eh bien, français, dorénavant, ça voudra dire », et on change le sens, à ce moment-là, les gens diront « mais dans quoi on est ?» Donc, bien. Il y a des mots qui sont identifiants. Excusez-moi de ne pas avoir développé davantage ce point, mais le temps ne s'y prête pas. Le mot mariage, le mot père, le mot mère, etc., ce sont des mots avec lesquels des gens s'identifient. Voilà. Bien. Non, mais je ne conteste absolument pas le fait que les mots aient un sens. Mais il arrive qu'ils changent de sens. Bien. Mais c'est un sujet dont on pourrait parler très longtemps et je ne veux pas empêcher mon collègue Revet de me contredire. Monsieur le Président, non, j'ai un peu réagi par rapport à quelques formules. Chacun puisse avoir un avis, mais je suis heureux d'entendre et je regrette parce que c'était pas dans ce que nous avons. Je suis pas dans la commission des lois, je suis dans une autre commission, mais c'était pas dans le document que j'avais moi. C'était à partir de 15h30. C'est pour ça que je suis arrivé à l'instant, mais je suis content d'avoir entendu cette formule. Très bien. Parce qu'elle est très très importante. Ça veut dire qu'il y a des mots qui sont construits au fil du temps, qui sont, me semble-t-il, la prise en compte d'une réalité constatée au fil du temps. Et père, mère, homme, femme... Et Marie. Mais oui, ça existe depuis toujours.
sans que ce soit... Et donc, ce sont bien, me semble-t-il, des mots identifiants, et dont on ne tient plus compte. Est-ce que le législateur peut, comme ça, du jour au lendemain, dire « on n'est pas d'accord, donc on change la nature des mots ». Non, mais je veux dire, mon cher collègue, que je comprends, pour être précis, tout à fait que vous soyez attaché au sens profond d'un certain nombre de mots. Les mots ont un sens. Mais ce que je contestais... Ils ne sont pas venus de rien. Et aucun mot n'est venu de rien. Mais ce que je contestais, je me permets de le faire, et j'y crois profondément, c'est qu'on pourrait distinguer dans la catégorie des mots deux sortes de mots. Des mots qui seraient immuables et d'autres qui ne le seraient pas. Je pense que toutes les sciences humaines et sociales récuseraient cette dichotomie. Mais cela dit, je ne veux pas prolonger le débat là-dessus. Et je veux dire que je comprends tout à fait que on veuille donner un sens plein aux mots père, mère, bien sûr. Hein, bien sûr, c'est autre chose. Alors, vous permettez, et j'imagine que mon temps de parole s'arrête, et je pourrais vous donner un exemple de mots identifiants qui n'arrêtent pas de changer de sens, mais avec une certaine stabilité. Je m'explique. Moi, je ne suis pas que marié, je suis juif. Juif est un mot dont le sens, l'identité, est à la fois supposée précise et très gondolée, très différente. Les uns diront, moi je suis juif de cette façon, mais l'autre, il est d'une autre façon, etc. Voilà une identité, je dirais, tout sauf lisse. Et pourtant, on ne pourrait pas dire, eh bien, ce qu'on appellera dorénavant, dès qu'on fait cet acte de parole qui dit ce qu'on appellera dorénavant juif ou ce qu'on appellera dorénavant mariage, eh bien, ça sera cela. C'est ce coup de force qui est non pas terrifiant, je n'ai pas vraiment l'air terrifié, mais qui pose de vrais problèmes. Bien. Merci. Bon, Monsieur Sibony, vous avez compris qu'on pourrait dialoguer longuement avec vous par rapport à vos positions, bien sûr, mais nous avons quelque chose qui est dirimant, qui est l'horaire, la pendule. Donc, nous poursuivrons ce dialogue, cet identifiant. Bon, sur lequel M. Revet et moi sommes d'accord, c'est qu'il faut respecter l'horaire. Nous vous avons particulièrement invité parce qu'il existe de nombreux psychanalystes de talent et si nous sollicitions tous les psychanalystes de talent, il nous faudrait l'année entière et encore serait-elle trop courte. Parce que vous avez écrit un livre sur l'homoparentalité. Donc vous vous êtes vraiment penché sur cette question spécifique. Donc Monsieur Winter, sans plus attendre, je vous donne la parole, mais Monsieur le rapporteur va nous rejoindre car Monsieur le rapporteur est très attentif. Mais bien sûr, vous pouvez rester là. Monsieur Winter, vous avez la parole. Je vous remercie, mesdames, messieurs les sénateurs, de me faire l'honneur de m'écouter. Sur ce sujet sur lequel effectivement je travaille depuis fort longtemps maintenant, puisque le livre que vous venez de mentionner, Monsieur le Président, a déjà 2 ans, compté 1 année pour l'écrire, donc ça fait au moins 3 ans que je m'occupe de ces questions. Et certaines choses qui se sont produites pendant le débat parlementaire et dans les mois qui viennent de passer ont rendu déjà en quelque sorte un peu obsolète certaines questions que je me posais. Toujours est-il qu'au moment où j'ai écrit ce livre, et qui est donc paru en 2010, j'étais déjà d'avis que, jusqu'à preuve du contraire, la question de l'adoption ne posait pas de problème aussi important que ceux qui se profilent à l'horizon, c'est-à-dire ceux de la PMA et éventuellement, malgré ce qui nous est dit du côté du gouvernement, éventuellement donc les questions liées à la GPA. Donc j'insisterai, puisque c'est l'actualité,
un peu plus sur ces questions-là que sur la question du mariage, puisque de toute façon, les choses semblent maintenant acquises, encore que, bien sûr, votre rôle, et je le sais bien, est de permettre que la discussion continue si elle doit et si elle peut se continuer. La complexité du problème a été en quelque sorte masquée par sa politisation. Le fait que les tenants du mariage pour tous, liés nécessairement à l'adoption, et par voie d'effet domino, éventuellement à la PMA et à la GPA, ont classé les partisans de ce changement en progressistes et ceux qui s'y opposent en religieux et même en réactionnaires, voire, dans certains cas, qui sont extrêmes, mais on ne va pas l'évoquer longuement ici, en homophobes ou que sais-je encore de bien plus terribles. Il se trouve que les choses ne se répartissent pas aussi facilement que cela, dans la mesure où les religieux ne sont pas forcément du côté qu'on croit, ceux qui se réfèrent à la religion ne sont pas ceux qui avouent s'y référer nécessairement, et ceux qui ne s'y réfèrent pas peuvent être bien teintés de religion, et je vais vous en donner un seul exemple parce que ce n'est pas là-dessus que je veux m'appesantir le plus longuement. Quand je lis sous la plume d'un académicien que vous connaissez tous, qui est Michel Serres, un article d'abord paru dans La Croix, puis ensuite plus longuement dans la revue Études, qui est la revue des Jésuites. Michel Serres, qui est un philosophe athée, faire la démonstration que l'adoption ne devrait pas nous poser de problème parce qu'au fond, elle répond au modèle qui est celui de la Sainte Famille, qu'il a intitulé d'ailleurs dans son article d'études la Saine Famille, Saine S-A-I-N-E, avec tous les jeux de mots que vous voudrez. Il fait allusion au fait que, eh bien, ce modèle, qui pour les théologiens chrétiens, évidemment, n'en est pas un pour l'homme, ce modèle qui consiste à mettre au monde un enfant dont le père n'est pas le père, mais qui doit l'adopter, et dont la mère n'est pas la mère puisqu'elle est vierge, ce modèle serait en quelque sorte, si on suit sa démonstration, celui-là même auquel les tenants de l'homoparentalité, les tenants de l'adoption, de la PMA, etc., se livreraient. C'est juste une indication pour dire la complexité du problème et de ne pas en quelque sorte, nous assurer comme ça, avec une espèce de bonne foi, que les choses sont équitablement réparties et à vue de nez, ceux qui sont religieux et ceux qui sont plus du côté du laïcisme, de la République, etc. D'autant que, deuxième argument, même dans l'histoire de la République et dans l'histoire des lettres, les choses sont encore plus compliquées parce que, par exemple, j'ai trouvé chez le divin marquis de Sade, cette formule qui, je pense, ferait hurler, bien qu'elle soit écrite dans un texte qui est celui de « encore un effort pour être républicain », cette formule qui devrait faire hurler bien un certain nombre d'entre nous, j'ose assumer, dit-il, que l'inceste devrait être la loi de tout gouvernement dont la fraternité est la base. C'est vous dire que on ne sait pas très bien où on met les pieds et qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit quand on parle de ces affaires et surtout de la façon dont on désigne les uns et les autres, c'est-à-dire les opposants et les partisans d'un projet de loi qui mérite une discussion très approfondie, comme j'ai eu la chance d'entendre les derniers échanges entre mon collègue Daniel Sivoni et vous, Monsieur le Président. Effectivement, une des raisons pour lesquelles je pense que mon intervention peut ne pas être tout à fait inutile, comme celle de certains de mes collègues, c'est parce que nous devons nous donner le temps de bien voir toutes les conséquences de ce que nous faisons. Or, il me semble que là, nous sommes dans un temps de précipitation qui n'augure rien de vraiment favorable à l'avenir de nos enfants et à l'avenir de notre société. En tant que psychanalyste, je voudrais dire, et commencer par là, après cette introduction, je voudrais dire que la famille, vous avez évoqué tout à l'heure Madame Françoise Héritier, la famille n'est pas un concept psychanalytique.
c'est un concept anthropologique. Et en tant que psychanalyste, les anthropologues travaillent à leur façon, mais en tant que psychanalyste, la famille n'est pas une de mes préoccupations majeures, de même que, quand je dis la famille, je veux dire les modalités de la famille, la façon dont les familles s'organisent au cours du temps et dans l'espace, ne fait pas l'objet d'un dogme psychanalytique, quel qu'il soit, et il n'est pas vrai, quoi qu'en disent certains de mes autres collègues, il n'est pas vrai que la psychanalyse, et notamment Freud, aurait en quelque sorte modifié de fond en comble ce qui aurait été la famille bourgeoise du XIXe siècle. Freud n'a jamais eu cette intention et les occurrences dans l'œuvre de Freud qui concernent la famille se comptent sur les doigts de la main, même le mot famille. Par contre, la question de la filiation et la question, comme l'a dit dans le peu que j'ai entendu tout à l'heure Daniel Sibony, la question des mots qui sont utilisés pour parler de la filiation et pour transmettre le fait d'avoir à se préoccuper de comment un enfant se situe par rapport à l'histoire de ceux qui l'ont engendré. Ça intéresse le psychanalyste. Ça intéresse ce que Freud lui-même appelait l'inconscient parental. Et évidemment, on ne peut pas demander au législateur d'intégrer dans les lois qu'il fait, d'intégrer la dimension de l'inconscient. Mais on peut quand même lui demander de tenir compte du fait qu'une découverte majeure a été faite au début du XXe siècle et que cette découverte nous a amené à considérer que, en plus de la réalité à laquelle chacun d'entre nous est confronté, il existe, ce qui est la découverte majeure de Freud, il existe une réalité psychique. Et que cette réalité psychique, elle est faite de toutes sortes de choses, de l'inconscient, du conscient, du rêve, du fantasme, de toutes sortes de choses qui font que nous avons à être attentifs à la façon dont les enfants qui sont les nôtres, ceux qui vont venir, ceux qui seront la deuxième, la troisième génération après les lois que vous êtes en train de fabriquer, la façon dont ils vont recevoir ce que la République, ce que la nation dit de ce que c'est qu'une filiation. Encore une fois, pas de ce que c'est qu'une famille, mais de ce que c'est qu'une filiation. J'ai eu l'occasion de parler devant la commission des lois de l'Assemblée nationale et je disais que, par exemple, dans un contexte qui était celui d'une société patriarcale et d'une société polygame, le 5e commandement, non pas parce que je veux me référer à la Bible comme argument d'autorité, mais c'est juste pour montrer que même à cette époque et dans ce contexte social, le 5e commandement dit, dans une société, je répète, qui est polygame, tu honoreras ton père et ta mère. Ton père et ta mère, c'est-à-dire prends conscience du fait que tu as un père et une mère. Encore une fois, ce n'est pas un argument d'autorité, c'est juste une analogie pour faire comprendre que quel que soit le cadre familial, quelle que soit la façon dont la famille se structure, ce sur quoi nous pouvons porter l'accent, c'est sur la question de savoir comment un enfant repérera qu'il a un père et une mère, car de toute façon, ça a été dit, ça a été redit, je le redis encore une fois, de toute façon, un enfant, quel qu'il soit, a un père et une mère. Il n'existe pas d'enfant qui n'ait pas un père et une mère. Alors, j'ai entendu tout à l'heure dans le bref échange auquel j'ai assisté, qu'il était fait référence effectivement au fait que la structure avait ceci d'autonome que si on en modifie un des termes, tous les autres termes s'en trouvent modifiés. Mais il vous a été répondu en quelque sorte qu'il y a des invariants. Et Lévi-Strauss, donc cette fois un anthropologue et pas n'importe lequel, faisait remarquer dans un de ses textes la chose suivante. Il existe, disait-il, une infinité variété des formes de la parenté. Et vous savez à quel point Lévi-Strauss a travaillé sur les structures élémentaires de la parenté. Il existe une infinité variété des formes de la parenté et de la répartition des rôles sexuels, disait-il lors d'un congrès sur le travail des femmes, mais ce qui n'existe jamais, c'est l'indifférenciation des sexes. Et s'il y a un changement massif anthropologique majeur, qui fait que ça n'est comparable en rien à tous les changements qui ont eu lieu dans l'histoire de l'Occident, pour n'en rester qu'à l'Occident,
S'il y a un changement anthropologique majeur, c'est que tout d'un coup, la question de la différence des sexes ne deviendrait plus un enjeu majeur. On touche à la différence des sexes. C'est pas la même chose que le droit au divorce, éventuellement le droit à l'avortement, etc., qui ne changeait pas fondamentalement la donne de la constitution de la structure même, hein, des liens entre hommes et femmes, vus du point de vue d'un enfant. Car c'est là-dessus que je vais me permettre d'insister si vous m'y autorisez. Bien sûr. Partons, si vous voulez, de ce que Freud lui-même considérait comme, jusqu'à la fin de son œuvre, dans l'abrégé de psychanalyse, qui est son dernier livre publié, comme le point pivot de la doctrine psychanalytique, à savoir l'Oedipe. Ça a mauvaise presse aujourd'hui, l'Oedipe. Hein, ça fait ringard, ça fait dogmatique, ça fait même, pour certains, délire. Mais enfin, ce sur quoi on n'a pas suffisamment insisté quand on parle de l'Oedipe, c'est qu'il y a une grande différence entre l'Oedipe tel que nous le concevons dans le langage courant et ce que c'est que l'Oedipe du point de vue du psychanalyste. Et pas seulement du psychanalyste. Excusez-moi, j'ai un peu chaud. Que dit l'Oedipe du point de vue psychanalytique? Il raconte quelque chose qui, pour les parlementaires écrivant la loi, a une importance, me semble-t-il, capitale. Il raconte l'histoire d'une loi qui s'adresse à un sujet qui n'est pas un sujet de droit. Et c'est là-dessus que je voudrais insister. L'Oedipe, l'interdit de l'Oedipe, son corollaire, qui est l'interdit de l'inceste, l'Oedipe s'adresse à l'enfant. C'est à l'enfant qu'il est dit « tu ne coucheras pas avec ta mère ». Je schématise, évidemment. Ce n'est pas à l'adulte. Même si le législateur a cru bon, récemment, d'introduire l'interdit de l'inceste dans la loi, je m'y étais d'ailleurs à cette époque opposé, car l'interdit de l'inceste, s'il devient une loi de droit positif, une autre loi pourrait le défaire. C'est une loi qui est au-dessus des lois, d'autant plus que, j'insiste, elle s'adresse à quelqu'un qui n'est pas un sujet de droit, en lui demandant de renoncer assez vite, assez tôt, à ce qui est un désir par l'humanité partagée. Et ceci, je dis, c'est un invariant historique, peut-être même un invariant à la fois historique et géographiquement universel, de renoncer à ses premiers objets de désir, ses premiers objets d'amour, pour pouvoir devenir un être désirant, c'est-à-dire un être tourné vers l'avenir. On lui dit, si tu veux désirer, c'est-à-dire si tu veux avoir un avenir, si tu veux te préoccuper du progrès, justement, il faut que tu renonces aux objets qui ont été les tiens, aux objets de désir et d'amour, qui ont été les tiens quand tu étais dans ton plus jeune âge. C'est un paradoxe sur lequel il faut insister. Hein, c'est à l'enfant que ça s'adresse. Mais l'enfant, c'est chacun d'entre nous. Et la question qui est posée, c'est, à partir de là, celle que je me suis posée, c'est celle-ci. Quand certains psychanalystes sont brocardés parce qu'ils font appel à ce dogme qui serait l'Oedipe, en disant, mais que va-t-il advenir de l'Oedipe si l'enfant est confronté seulement à deux hommes ou confronté seulement à deux femmes? La question est mal posée, me semble-t-il. S'il y a une question qui se pose sur le plan oedipien, c'est à propos des gens qui imaginent de faire un enfant en le privant soit de père, soit de mère. C'est là que se pose la question de l'Oedipe. Pas au niveau de l'enfant dont ils auront la charge, et dont je ne doute pas qu'ils seront capables, et je vais y revenir tout à l'heure, qu'ils seront capables de s'en occuper sur le plan éducatif et sur l'amour qu'ils sont à même de lui donner. C'est pas à ce niveau-là que ça se passe. C'est quel est ce fantasme d'enfant pré-oedipien qui imagine qu'on pourrait faire un enfant
en décidant que, eh bien, il n'aura pas de papa, ou bien il n'aura pas de maman. Et alors on me dit, oui, mais alors là, on me dit, parce que vous aurez compris que ce n'est pas la première fois que je débat de ces questions, on me dit, mais là, vous fantasmez, alors pour le compte, totalement. Les homosexuels en couple, jamais ils ne diront des choses pareilles aux enfants. Ils leur diront, aux enfants dont ils ont la charge, ils leur diront la vérité. Ils leur diront, eh bien oui, nous sommes rencontrés, nous avons décidé de faire un enfant, mais pour ça, il a fallu que nous ayons recours à un tiers d'honneur, ou éventuellement grossesse pour autrui dans le cas d'un couple d'homosexuels hommes. Et puis quand on leur dit, oui, mais nous avons des exemples cliniques qui démontrent que tout ne se passe pas comme ça dans le merveilleux et dans le champ de la vérité tout entière dite, comme si c'était possible, on nous dit, oui, mais ce sont des anecdotes, hein, ce sont des cas marginaux, mais nous devons tabler sur la bonne foi de tout le monde. Mais où a-t-on vu qu'une loi s'instituait en tablant sur la bonne foi de qui que ce soit? Une loi est une loi et elle ne se préoccupe absolument pas d'ordonner à qui que ce soit de dire la vérité. On peut pas imaginer une loi qui dise « vous direz la vérité aux enfants dont vous avez la charge ». J'ai entendu, puisque je ne peux pas faire référence à mon travail clinique personnel pour des raisons de déontologie évidentes, mais il y a des choses que chacun d'entre nous peut entendre dans les divers reportages qui sont faits en toute bonne foi, et même, je dirais, quelquefois de façon militante, hein, auprès des couples homosexuels ou des couples militants. J'ai entendu, par exemple, dans un tout récent reportage, donc c'est pas quelque chose qui date d'il y a 2 ans ou d'il y a 3 ans, dans un tout récent reportage, des femmes homosexuelles dire en toute bonne foi, mais comme le disait Lacan, l'erreur de bonne foi est de toutes la plus impardonnable. Tu n'as pas de papa, disait une des 2 femmes à un enfant de 2 ans. Tu n'as pas de papa, tu as 2 mamans. Tu es né parce qu'on s'aimait très fort. Mais non. Je veux dire, autoriser par la loi que de tels propos puissent se tenir, alors qu'ils correspondent très précisément à ce à quoi l'enfant est confronté quotidiennement, l'enfant d'avant l'âge où il pourra raisonner sur ce qui lui arrive. Le confronter à cela, c'est le confronter à ce que j'appellerais un mensonge d'État. Il y aura mensonge. Alors, est-ce qu'il y a une parade? Je disais à l'instant, aucune loi ne peut imposer à qui que ce soit de dire la vérité. D'autant que cette vérité, elle est relativement insaisissable. Mais par contre, on peut très bien imaginer que cette vérité, à savoir que l'enfant a de toute façon un père et une mère, sous quelque forme que ce soit, cette vérité, elle peut être écrite dans des documents qui vont faire foi, qui sont des documents d'état civil et auxquels l'enfant, un jour ou un autre, sera confronté s'il le souhaite. Que par exemple soit écrit sur l'acte de naissance, non pas la mention, parce que malheureusement elle a des relents un peu passéistes, né de père inconnu, mais une formule qui permette de dire que l'enfant n'est pas né du simple fait de l'union de ces 2 femmes. C'est une formule qui reste à inventer. Que cette formule soit reportée aussi sur le livret de famille. Et pas comme l'a proposé un de mes collègues, en dédoublant ou en détriplant le livret de famille avec un livret de filiation, un livret de famille, etc., qui seraient des façons tout à fait sournoises de stigmatiser les couples homosexuels. Mais que sur le livret de famille soit inscrit la réalité de la procréation. De façon à ce que combien d'enfants, avant que toutes ces histoires nous préoccupent, combien d'enfants ont appris qu'on leur avait menti simplement le jour où ils ont ouvert le livret de famille, à 14, 15, 16, 17 ans ou 18 ans, ou au moment de se marier, par exemple.
eh bien ce sera l'occasion pour chacun de ces enfants d'être confronté à quelque chose qui, quelle que soit la façon dont ça leur aura été raconté, leur permettra de prendre écart, de s'écarter quelque peu des façons dont les choses leur auront été racontées. Une dernière chose, si vous permettez. Je faisais mention tout à l'heure de cette idée que puisque des couples de même sexe sont capables d'offrir à n'importe quel enfant un amour au moins équivalent à celui qu'offre la famille hétérosexuelle, qui tout d'un coup devient un concept, alors que ça n'en était pas un, ils sont aussi capables de les éduquer d'une manière tout à fait respectable et honorable. Et d'une certaine façon, cela est versé sur le compte de la psychanalyse. Je voudrais dire que Freud, déjà, il est bon de s'en souvenir, remarquait qu'on accorde beaucoup trop d'importance à l'éducation dans le développement de l'enfant. Il soutient, dans de nombreux textes, qu'une grande partie de ce que nous devenons ne dépend pas de l'éducation reçue. En fait, il est bon de le rappeler parce qu'on met sur le dos de la psychanalyse là toutes sortes de choses qui ne sont pas de son fait. En fait, l'éducation peut jouer un rôle déterminant, mais essentiellement quand elle joue un rôle négatif. Lorsqu'elle s'impose à contretemps des réalités physiologiques, sociales et psychologiques. L'apprentissage, par exemple, de la propreté, s'il survient avant la maturation physiologique des sphincters, a des conséquences psychologiques encombrantes pour l'enfant, pour le dire de façon douce. L'assimilation de la sexualité infantile, qui est quand même une des grandes découvertes de la psychanalyse, mais son assimilation à la sexualité à l'adulte constitue pour un enfant toujours un véritable viol. Au contraire, une éducation bénéfique est celle qui favorise le sujet en favorisant son potentiel physique, physiologique et social. Voilà pour les travaux préparatoires de la commission des lois, travaux préparatoires à l'examen en commission du projet de loi ouvrant le mariage aux personnes de même sexe. Si vous souhaitez revoir ces auditions, elles sont disponibles en VOD sur notre site internet publicsénat.fr. Tout de suite, le journal de 19h présenté ce soir par Michel Grossior. Bonne soirée à tous.